Claire n'avait aucune idée, en franchissant le portail de la maison de sa sœur ce dimanche-là, que sa vie allait basculer en quelques minutes. Le soleil brillait doucement sur le jardin impeccable de Valérie, les rosiers étaient au parfait comme toujours, la pelouse tondue au millimètre. Tout chez elle respirait la réussite, l'harmonie, le bonheur familial affiché. Emma marchait à côté de sa mère, ses 14 ans fragiles cachés derrière un sourire timide. Elle aimait ses dimanches en famille, malgré tout. Malgré les remarques voilées, malgré les comparaisons subtiles avec ses cousins. La jeune fille avait ce don précieux de voir le bon côté des choses, un don que Claire lui enviait parfois. Valérie les accueillit sur le perron, impeccable dans sa robe d'été qui avait dû coûter le prix du loyer de Claire. Son sourire était un peu trop éclatant, ses gestes un peu trop théâtraux. Claire la connaissait assez pour sentir qu'elle préparait quelque chose. « Claire, enfin, vous voilà. Entre donc. Tout le monde est déjà là. » La grande table était dressée dans le jardin, sous la tonnelle. Les parents de Claire, son frère Thomas avec sa femme, les enfants qui courèrent partout. Une scène de carte postale. Marc, le mari de Valérie, fit un signe de tête distant à Claire, occupé à surveiller le barbecue comme si c'était la tâche la plus importante du monde. Elles s'installèrent, Emma à côté de sa mère, et le déjeuner commença dans un bavardage familier. Mais Claire sentait cette tension dans l'air, cette électricité particulière qui précède toujours les moments importants dans cette famille. Valérie était trop excitée, trop souriante. Elle jetait des regards complices à leur mère. Puis, au moment du dessert, Valérie se leva. Elle frappa doucement sur son verre avec sa cuillère, ce geste ridicule qu'on voit dans les films. Tout le monde se tut, les regards convergèrent vers elle. Emma redressa la tête, curieuse. « J'ai une annonce merveilleuse à faire », commença Valérie, sa voix chantante résonnant dans le jardin. « Comme vous le savez, mon Julien termine le collège cette année. Pour célébrer cette étape importante, nous organisons une grande fête samedi prochain, une vraie fête avec DJ, buffet traiteur, tout ce qu'il faut. » Elle sortit de son sac une pile d'enveloppes dorées, épaisses, visiblement coûteuses. L'estomac de Claire se noua. Elle regarda Emma dont les yeux brillaient d'anticipation. Valérie commença à distribuer les invitations avec des gestes théâtraux, une pour les parents, une pour Thomas et sa famille, même une pour leur oncle Raymond qui vivait à 200 kilomètres. Elle riait, expliquait les détails de la fête, la décoration sur le thème des années 80, le photographe professionnel qu'ils avaient engagé. Emma attendait, le dos droit, les mains sagement posées sur ses genoux. Elle attendait son enveloppe dorée, mais Valérie s'assit. Elle rangea son sac. Il ne restait plus d'enveloppe. Le silence tomba comme une pierre dans un puits. Emma regarda sa mère, ses yeux cherchant une explication. Claire sentit son cœur se déchirer. Sa petite fille, si pleine d'espoir il y a une seconde, essayait de comprendre pourquoi elle avait été oubliée. « Tante Valérie ?» demanda Emma d'une voix tremblante. « Et moi, je suis invitée aussi ?» Valérie se tourna vers elle avec un sourire qui glaça le sang de Claire. Ce sourire condescendant, presque compatissant, celui qu'on réserve aux enfants qu'on va décevoir. « Oh, ma chérie !» dit Valérie d'une voix mielleuse. « Tu comprends. Cette fête est vraiment pour les gens importants dans la vie de Julien. Ses amis proches, sa famille proche. C'est une soirée très spéciale, très sélective. Tu ne t'y amuserais pas vraiment. » Les mots frappèrent Claire comme des gifles. Les gens importants. Sa fille n'était pas assez importante. Sa Emma adorée n'était pas digne de célébrer avec son cousin. Claire regarda autour de la table. Sa mère fixait son assiette. Son père tout sauta, gêné, mais ne dit rien. Thomas évita son regard. Marc continuait de manger comme si de rien n'était. Personne ne bronchait. Personne ne défendait Emma. La jeune fille essayait de retenir ses larmes. Claire voyait ses lèvres trembler, ses mains se crisper sur sa serviette. Elle était humiliée devant toute la famille, et pas une seule personne autour de cette table n'avait le courage de dire un mot. Quelque chose se brisa en Claire à cet instant. 15 ans de gentillesse. 15 ans à être la bonne sœur, la fille conciliante, celle qui arrange tout, celle qui pardonne tout. 15 ans à accepter l'inacceptable pour préserver la paix familiale. Elle sortit son téléphone de son sac, se leva lentement. Tous les regards se tournèrent vers elle. Valérie fronça les sourcils, surprise par ce mouvement. Claire regarda sa sœur droit dans les yeux, puis sa mère qui osait enfin lever la tête,
puis chaque visage autour de cette table. Le silence était total. Même les enfants s'étaient tus. « Parfait, Valérie », dit Claire d'une voix calme qui cachait mal le tremblement de rage qui l'habitait. « Puisque ma fille n'est pas assez importante pour toi, je pense qu'il est temps que tout le monde ici sache exactement qui paie les traites de cette belle maison, qui finance vos vacances de luxe, qui vous permet de vivre au-dessus de vos moyens depuis 15 ans. » Les sourires s'effacèrent instantanément. Valérie devint blanche comme un linge. Marc laissa tomber sa fourchette. La mère de Claire porta la main à sa bouche. « Claire, ne fais pas ça », murmura Valérie. Mais Claire prit la main d'Emma, ramassa son sac, et elles quittèrent ce jardin parfait, cette famille parfaite, cette vie parfaite construite sur ses sacrifices et son silence. Dans la voiture, Emma pleurait enfin, et Claire savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Dans la voiture, le silence était brisé seulement par les sanglots étouffés d'Emma. Claire conduisait, les mains crispées sur le volant, la mâchoire serrée. Elle sentait la rage bouillonner en elle, mélangée à une culpabilité écrasante. Comment avait-elle pu exposer sa fille à cette humiliation pendant tant d'années ? « Maman » murmura Emma entre deux sanglots. « Pourquoi tante Valérie me déteste autant ?» La question transperça le cœur de Claire. Elle se gara sur le bas-côté, incapable de conduire avec cette douleur qui l'étouffait. Elle se tourna vers sa fille, essuya doucement ses larmes avec son pouce. « Elle ne te déteste pas, ma chérie. Elle est juste, perdue dans ses propres mensonges. » Emma renifla, ses grands yeux rouges cherchant à comprendre. « Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure, à propos de leur maison ?» Claire prit une grande inspiration. Il était temps. Temps de dire la vérité, temps d'arrêter de protéger les gens qui ne le méritaient pas. Ta tante et ton oncle vivent au-dessus de leurs moyens depuis 15 ans. Et c'est moi qui les aide financièrement, en secret, depuis tout ce temps. Emma écarquilla les yeux, sous le choc. De retour chez elle, le téléphone de Claire ne cessait de vibrer. Message de Valérie, appel de sa mère, tentative désespérée de Thomas. Elle ignora tout. Emma s'installa sur le canapé, encore tremblante, et Claire s'assit à côté d'elle. « Je vais tout te raconter », dit Claire doucement. « Tu as 14 ans. Tu mérites de savoir la vérité. » Elle raconta comment, 15 ans plus tôt, Valérie et Marc avaient acheté cette maison trop grande pour leurs moyens. Comment les premiers appels de détresse étaient arrivés, les demandes de prêts temporaires. Claire, qui travaillait déjà dur comme graphiste freelance, avait dit oui. 1 mois, puis 2, puis des années. J'ai prêté de l'argent pour leur voiture, pour leurs vacances aux Maldives, pour l'école privée de Julien, expliqua Claire, la voix tremblante. À chaque fois, ils promettèrent de rembourser. À chaque fois, je disais oui. Emma écoutait, silencieuse, horrifiée. « Combien, maman ?» Claire hésita, puis lâcha le chiffre qui la hantait depuis des années. Plus de 87 000 €. Emma porta la main à sa bouche. Ce chiffre astronomique, ces années de sacrifice. Pendant que Valérie affichait sa vie parfaite sur les réseaux sociaux, Claire travaillait tard le soir, refusait des sorties, économisait sur tout. « Pourquoi tu as continué ?» demanda Emma, la voix brisée. Claire sentit les larmes monter. Pourquoi, en effet ? Par gentillesse ? Par faiblesse ? Par cette culpabilité installée depuis l'enfance ? Cette obligation d'être la fille parfaite, la sœur dévouée ? Parce que notre mère me répétait que Valérie était fragile, que je devais l'aider, que c'est ce que font les familles. On sonna à la porte. Claire sursauta. Leur mère se tenait sur le palier, le visage fermé, les lèvres pincées. « Il faut qu'on parle, Claire. » Claire la fit entrer, résignée. Sa mère s'assit sans y être invitée, son sac serré contre elle comme un bouclier. « Comment as-tu pu humilier ta sœur ainsi devant toute la famille ?» attaqua-t-elle immédiatement. Claire sentit quelque chose se durcir en elle. « Comment j'ai pu ?» répéta-t-elle lentement. « C'est Valérie qui a humilié ma fille, maman, devant tout le monde, et personne n'a dit un mot. » Sa mère balaya l'argument d'un geste agacé. Emma aurait survécu à ne pas aller à une fête. Mais maintenant, toute la famille sait pour l'argent, Valérie est effondrée, Marc est furieux. Tu dois arranger ça. Arranger ça ? La voix de Claire monta malgré elle. J'ai arrangé pendant 15 ans, maman. J'ai tout arrangé, tout payé, tout supporté. Et aujourd'hui, ma fille a pleuré parce qu'elle n'est pas assez importante pour cette famille. Ne sois pas dramatique.
Valérie a toujours été plus sensible que toi. Elle a besoin de soutien. Cette phrase entendue 1000 fois. Valérie la fragile, Claire la forte. Comme si la force était une raison pour tout endurer. Emma se leva soudain, les poings serrés. « Grand-mère », dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Maman a le droit d'être en colère. Et moi aussi. » La mère de Claire la regarda, surprise par cette intervention. Puis elle se leva, ramassa son sac, lança un regard glacial à sa fille. « Tu détruis cette famille, Claire. J'espère que tu en es consciente. » Elle partit en claquant la porte. Claire resta immobile, vidée. Emma vint se blottir contre elle. « Tu ne détruis rien, maman. Tu te défends, enfin. » Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle resta éveillée, fixant le plafond, réalisant avec une clarté douloureuse qu'elle avait sacrifié des années de sa vie pour des gens qui ne la respectaient même pas. Au matin, elle prit une décision. Il était temps de reprendre le contrôle. Claire passa une nuit blanche, le regard fixé sur le plafond de sa chambre. Les heures s'écoulaient lentement, chaque minute apportant son lot de questions sans réponse. La colère qu'il avait portée en quittant la maison de Valérie laissait maintenant place à quelque chose de plus profond, de plus douloureux. Une lucidité terrible sur les 15 dernières années de sa vie. À 4 heures du matin, elle abandonna l'idée de dormir. Elle s'installa devant son ordinateur, une tasse de café fumant à portée de main, et ouvrit le dossier qu'elle avait créé des années auparavant. Celui qu'elle n'avait jamais osé regarder vraiment. Comme si ignorer les preuves pouvait effacer la réalité. Les documents s'affichaient les uns après les autres. Virements bancaires datés et référencés. Messages de Valérie. Toujours les mêmes supplications. Les mêmes promesses. Un prêt pour la voiture en 2010. Remboursement promis sous 3 mois. Un autre pour les vacances aux Maldives en 2012. Valérie jurait que Marc allait avoir une promotion. L'école privée de Julien, les travaux de la cuisine, le nouveau canapé en cuir italien. Claire fit défiler les années, hypnotisée par cette accumulation de sa propre faiblesse. Chaque document était une gifle, un rappel de toutes les fois où elle avait dit oui alors qu'elle aurait dû dire non. La feuille de calcul qu'elle avait mise à jour méticuleusement affichait le total en gros caractères rouges. 87 240 €. Presque 2 ans de son salaire. 2 ans de sa vie donnée pour financer les apparences de sa sœur. Un bruit léger la fit sursauter. Emma se tenait dans l'embrasure de la porte, en pyjama, les cheveux ébouriffés, les yeux encore gonflés d'avoir pleuré. La jeune fille s'approcha sans un mot, regarda l'écran couvert de chiffres et de dates, puis posa simplement sa main sur l'épaule de sa mère. Ce geste silencieux bouleversa Claire plus que n'importe quel discours. Sa fille, à 14 ans, comprenait. Elle ne posait pas de questions, ne réclamait pas de vengeance. Elle était juste là, solidaire, présente. Emma finit par parler, sa voix douce mais claire dans le silence de l'aube. « Maman, je ne veux pas que tu te battes pour moi si ça te détruit. » Ces mots déclenchèrent quelque chose en Claire, une révélation brutale. Il ne s'agissait pas de vengeance, pas de punition. Il s'agissait de dignité, de respect de soi. De montrer à Emma qu'on ne laisse pas les gens nous piétiner, même quand ces gens sont de la famille. À 9 heures précises, Claire composa le numéro du cabinet d'avocat qu'une collègue lui avait recommandé des mois auparavant. Elle avait pris rendez-vous sans vraiment savoir pourquoi, peut-être pressentant que ce jour viendrait. Maître Dubois la reçut dans l'après-midi. Un homme d'une 50aine d'années, le regard perçant mais bienveillant, qui écouta son histoire sans l'interrompre. Claire étala tous les documents sur son bureau. 15 ans de preuves méthodiquement conservées. L'avocat examina chaque pièce avec attention, hochant la tête de temps en temps. Quand Claire termina son récit, il croisa les mains et la regarda avec une expression qui mêlait respect et tristesse. Le verdict tomba avec la précision d'un coup près. Légalement, Claire pouvait tout réclamer. Chaque euro. Les intérêts même. Valérie et Marc n'avaient aucune défense. Les preuves étaient irréfutables. Mais l'avocat suggéra une autre approche, plus stratégique, plus efficace. Une confrontation directe, un accord à l'amiable, la menace d'une action en justice comme levier. Claire écouta, son cœur battant de plus en plus vite. Elle pensait à Emma, à toutes ces années où elle avait baissé la tête, à ce dimanche où sa fille avait été humiliée devant toute la famille.
En sortant du cabinet, elle envoya un message à Valérie. Court, sec, sans appel. Rendez-vous le lendemain à 14h au café Le Central. Viens seul. La réponse arriva en moins de 2 minutes. Un flot de messages paniqués, des excuses maladroites, des tentatives pathétiques de minimiser ce qui s'était passé. Claire lut tout sans répondre, puis éteignit son téléphone. Elle rentra chez elle, où Emma l'attendait. Sa fille leva les yeux de son livre, cherchant une réponse dans le regard de sa mère. Claire sourit pour la première fois depuis des jours, un sourire qui n'avait rien de joyeux, mais qui portait en lui une détermination nouvelle. Le lendemain, elle affronterait Valérie. Et cette fois, elle ne reculerait pas. Le café Le Central était à moitié vide ce mardi après-midi. Claire était arrivée en avance, s'était installée à une table du fond, dos au mur, comme si elle se préparait à un combat. Elle avait commandé un thé qu'elle ne buvait pas, ses mains tournant machinalement la tasse entre ses doigts. 14 heures précises. Puis 14h05. 14h10. Valérie n'était pas là. Claire n'était pas surprise. Sa sœur avait toujours eu ce petit pouvoir mesquin, faire attendre les gens, affirmer sa supériorité par ses retards calculés. À 14h20, Valérie franchit enfin la porte du café. Maquillage impeccable, tailleur élégant, sac de créateur à l'épaule. Elle portait ses apparences comme une armure. Mais Claire vit ce que les autres ne voyaient pas. Les cernes mal cachées sous le fond de teint. La nervosité dans sa démarche. La façon dont ses mains tremblèrent légèrement en tirant la chaise. Valérie s'assit sans s'excuser de son retard. Commanda un café d'une voix un peu trop haute, un peu trop assurée. Elle évitait le regard de Claire, fixant plutôt un point vague derrière elle. Finalement, elle parla, sa voix adoptant ce ton plaintif que Claire connaissait trop bien. « Tu exagères toujours tout, Claire. C'était juste une fête. Emma n'avait pas besoin d'être invitée. Elle ne connaît même pas les amis de Julien. » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle ouvrit calmement son sac, en sortit une chemise cartonnée qu'elle posa sur la table entre elles. Le silence s'étira, lourd, oppressant. Valérie fixait la chemise comme si c'était un serpent prêt à mordre. Claire l'ouvrit, étala les documents un par un. Relevé bancaire, message, contrat de prêt signé. 15 ans de preuves méthodiquement organisées, datées, référencées. Chaque feuille racontait une histoire d'argent prêté, de promesses non tenues, de mensonges accumulés. Le visage de Valérie passa par toutes les nuances du blanc au rouge. Elle ouvrit la bouche, la referma, chercha ses mots. Puis elle essaya la colère, cette défense instinctive qu'elle utilisait depuis toujours. « Tu as gardé tout ça ? Tu me surveillais ? C'est de la paranoïa, Claire. C'est maladif. » Mais sa voix manquait de conviction. Face aux preuves irréfutables, la rage sonnait faux. Claire attendit que le flot de reproches se tarisse, puis parla enfin. Sa voix était calme, presque douce, mais portait en elle une fermeté que Valérie ne lui connaissait pas. Elle exposa ses conditions. Un plan de remboursement officiel, signé devant notaire. Des excuses publiques à Emma lors du prochain repas familial. Et surtout, Emma serait invitée à la fête, avec un traitement égal à tous les autres cousins. Pas de charité, pas de pitié. Égalité. Valérie s'effondra. Les larmes coulèrent, emportant le mascara, détruisant le masque de perfection. Elle supplia, promit, jura que tout changerait. Elle accepta tout, trop vite, trop facilement. Claire la connaissait assez pour savoir que cette capitulation était peut-être une nouvelle stratégie, mais elle n'avait plus la force de douter. Les dés étaient jetés. En sortant du café, Claire faillit percuter Marc qui attendait sur le trottoir, adossé à leur voiture, les mains dans les poches. Il se redressa en la voyant, et quelque chose dans son expression surprit Claire. Pas de colère, pas d'hostilité, juste une fatigue immense et une forme de soulagement. Il s'approcha, chercha ses mots, puis les trouva enfin. Il la remercia. Ces mots simples, inattendus, déstabilisèrent Claire plus que toute la confrontation avec Valérie. Marc expliqua qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis trop longtemps, que cette mascarade les étouffait tous les deux, qu'ils n'avaient jamais osé dire stop. Le choc que Claire leur infligeait était nécessaire, brutal, mais salvateur.
Cette conversation inattendue sur le trottoir apaisa quelque chose en Claire. Marc n'était pas l'ennemi. Il était juste un homme faible, prisonnier des ambitions démesurées de sa femme, incapable de poser des limites. Le soir même, Claire reçut un message de Valérie. L'invitation officielle pour Emma, une carte dorée identique à toutes les autres, accompagnée d'un mot manuscrit maladroit, mais qui semblait sincère. Des excuses balbutiantes, des promesses de changement. Emma lut la carte, les larmes aux yeux. Pas des larmes de tristesse cette fois, mais quelque chose de plus complexe. Du soulagement, peut-être, ou simplement la joie d'être enfin reconnue. Claire serra sa fille contre elle, sentit le poids des années s'alléger légèrement sur ses épaules. La bataille n'était pas terminée, mais la première victoire était là, tangible, réelle. Les semaines qui suivirent la confrontation transformèrent Claire d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Pour la première fois depuis des années, peut-être même depuis toujours, elle n'était plus la bonne sœur qui arrange tout, la fille dévouée qui sacrifie son propre bonheur pour maintenir la paix familiale. Elle commençait à dire non, à poser des limites, à exister autrement que dans le regard des autres. Sa mère l'appelait moins souvent. Quand elle le faisait, Claire détectait dans sa voix un mélange de réprobation et de respect nouveau. Thomas, son frère, lui avait envoyé un message étrange, quelques mots qui semblaient dire qu'il comprenait, qu'il admirait peut-être son courage. Valérie respectait scrupuleusement le plan de remboursement. Les virements arrivaient chaque mois, preuve tangible que quelque chose avait réellement changé. Emma observait cette métamorphose avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Sa mère souriait davantage, fredonnait sous la douche, prenait du temps pour elle. Mais la jeune fille sentait aussi une fragilité nouvelle, comme si Claire réapprenait à vivre après des années d'hibernation émotionnelle. Un mardi soir, en parcourant les petites annonces du journal local, Claire tomba sur une publicité pour des cours de peinture. L'atelier La Palette proposait des sessions pour adultes débutants. La peinture, sa passion abandonnée il y a 20 ans, sacrifiée sur l'autel du pragmatisme et des responsabilités. Elle s'inscrivit avant de pouvoir se trouver une excuse pour ne pas le faire. Le premier cours eut lieu un jeudi soir dans un local lumineux qui sentait la térébenthine et l'huile de lin. Une dizaine de personnes étaient installées devant leur chevalet, nerveuses et concentrées. Le professeur s'appelait Alexandre. La quarantaine, cheveux grisonnants, regard doux et attentif, il circulait entre les élèves avec une patience bienveillante. Quand il s'arrêta derrière le chevalet de Claire, elle sentit son cœur battre plus fort. Il observa sa toile en silence, pencha la tête, puis parla doucement. « Vous peignez comme quelqu'un qui se libère d'un poids énorme. » Ces mots touchèrent Claire profondément. Il avait deviné quelque chose dans ses coups de pinceau hésitants, dans ses couleurs trop vives appliquées avec une urgence presque violente. Il voyait quelqu'un qui brisait des chaînes invisibles. Les semaines suivantes, Claire attendait les jeudis avec une impatience qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. L'atelier devint son refuge, cet espace où elle n'était ni mère, ni sœur, ni fille, juste Claire, une femme qui peignait. Alexandre et elle commencèrent à échanger au-delà de la technique. Leur conversation glissait naturellement de la composition vers la vie, les choix, les regrets. Il lui raconta son divorce douloureux 5 ans plus tôt, cette période où il avait perdu pied, trouvé refuge dans l'art. Claire parla de ses sacrifices, de sa famille toxique, de cette libération récente encore fragile. Ils se comprenaient sans avoir besoin de trop expliquer. Emma remarquait le changement. Un soir, alors qu'elles dînaient ensemble, elle osa aborder le sujet. « Tu aimes bien Alexandre, maman ?» Claire rougit légèrement, mais sourit. « C'est un bon professeur. Et une personne intéressante. » Emma prit la main de sa mère, la serra. « Tu mérites d'être heureuse, maman. Vraiment heureuse. » Mais 2 jours avant la fête de Julien, le téléphone sonna. La voix de sa mère, chargée d'une gravité théâtrale, brisa la paix fragile. Valérie était hospitalisée, crise d'angoisse sévère, elle ne pourrait pas venir au repas familial dimanche, celui où elle devait présenter ses excuses publiques à Emma. Claire sentit le piège se refermer. Cette manipulation familière, ce chantage émotionnel qu'elle connaissait par cœur. Sa mère n'eut pas besoin de le dire explicitement, le sous-entendu était clair. Claire exigeait trop, poussait trop loin, détruisait sa sœur fragile. Emma, qui avait entendu la conversation, serra les poings et regarda sa mère avec intensité.
« Maman, ne cède pas, s'il te plaît. » Le moment de vérité approchait une fois de plus. Claire allait-elle céder au chantage émotionnel ou maintenir ses limites même face à cette nouvelle manipulation? Claire se rendit à l'hôpital le lendemain matin malgré les protestations d'Emma qui sentait le piège à plein nez. Sa fille avait raison, elle le savait, mais quelque chose en elle ne pouvait pas ignorer complètement l'appel de sa mère. 15 ans de conditionnement ne s'effaçaient pas en quelques semaines. L'hôpital sentait le désinfectant et l'angoisse. Claire marcha dans les couloirs blancs, son cœur battant de plus en plus fort à mesure qu'elle approchait de la chambre de Valérie. Elle la trouva allongée dans un lit étroit, pâle mais maquillée, une perfusion dans le bras. Leur mère était assise à son chevet, jouant parfaitement son rôle de mère dévouée. Valérie leva vers Claire un regard de chien battu, ses yeux brillants de larmes calculées. Elle tendit une main tremblante vers sa sœur, mais Claire resta debout près de la porte, les bras croisés. Leur mère se leva immédiatement, l'expression sévère. « Tu vois ce que tu lui fais subir? Ta sœur est à bout, Claire. À bout. » Claire sentit la culpabilité familière l'envahir comme un poison lent. Elle observa Valérie qui sanglotait doucement, leur mère qui la regardait avec reproche, et sentit ses résolutions vaciller. Peut-être avait-elle été trop dure. Peut-être aurait-elle dû accepter l'humiliation d'Emma en silence, comme elle l'avait toujours fait. Elle sortit de la chambre, suffocant dans cette atmosphère de manipulation. Dans le couloir, elle croisa un homme en blouse blanche qui consultait un dossier. Le badge indiquait Dr Moreau, psychiatre. Sur une impulsion, Claire l'interpella. Le médecin hésita, invoqua le secret médical, mais quelque chose dans le regard désespéré de Claire le fit céder partiellement. Il choisit ses mots avec soin. « Votre sœur souffre d'anxiété liée à ses mensonges et à son mode de vie insoutenable. Ce qui lui arrive est ça nécessaire pour sa guérison. » Ces mots libérèrent Claire d'un poids immense. La crise de Valérie n'était pas causée par elle, mais par l'effondrement inévitable d'un château de cartes construit sur des années de faux-semblants. Elle retourna dans la chambre, le cœur plus léger malgré la gravité de la situation. Elle s'approcha du lit, prit la main de Valérie. Sa sœur leva vers elle un regard surpris, presque effrayé. « Je t'aime, Valérie », dit Claire doucement mais avec une fermeté nouvelle. « Mais je ne te sauverai plus de tes propres choix. Dimanche, tu viendras présenter tes excuses à Emma, ou notre accord est rompu. » Le choc se lut sur le visage de Valérie. Leur mère protesta, s'indigna, mais Claire quitta la chambre sans se retourner. Pour la première fois, elle choisissait sa fille plutôt que la paix familiale illusoire. Le dimanche arriva, portant avec lui une tension électrique. Claire et Emma se rendirent chez leurs parents, où le repas familial était organisé. Toute la famille était réunie, l'atmosphère lourde de non-dits et d'attente. Valérie était là, assise au bout de la table, encore pâle mais présente. Le déjeuner se déroula dans un silence gêné, chacun évitant soigneusement les sujets sensibles. Puis, au moment du café, Valérie se leva. Ses mains tremblaient légèrement, son visage était tendu, mais elle se tenait debout, fragile mais déterminée. « Emma », commença-t-elle d'une voix mal assurée, « je te dois des excuses. Je t'ai humiliée. Je t'ai fait sentir que tu n'avais pas d'importance. C'était cruel et injuste. Je suis désolée. » Les mots sortaient maladroitement, entrecoupés de silences embarrassés, mais ils étaient sincères. Emma écouta, les larmes aux yeux. Quand Valérie termina, la jeune fille se leva et fit quelque chose qui surprit tout le monde. Elle s'approcha de sa tante et la serra brièvement dans ses bras. « Merci », dit-elle simplement. Ce geste de grâce, venant d'une adolescente de 14 ans qui avait été si cruellement blessée, bouleversa toute la table. Leur père s'essuya discrètement les yeux. Thomas hocha la tête avec respect. Même leur mère sembla touchée, bien qu'elle détournât rapidement le regard. Claire regarda sa fille avec une fierté immense. Emma lui avait appris quelque chose ce jour-là. Pardonner n'était pas de la faiblesse, poser des limites n'empêchait pas la compassion. On pouvait être fort et généreux à la fois. En rentrant chez elle ce soir-là, quelque chose avait changé dans leur famille. Pas tout, pas définitivement, mais un premier pas avait été fait vers une relation plus saine, plus honnête, plus authentique. Les semaines qui suivirent le repas familial apportèrent un calme étrange, presque inquiétant. Claire avait l'impression de marcher sur un fil tendu, observant cette paix nouvelle avec une méfiance prudente.
Elle attendait la prochaine crise, le prochain appel désespéré, le prochain drame familial qui viendrait briser cet équilibre fragile. Mais rien ne vint. Valérie respectait le plan de remboursement. Les virements arrivaient ponctuellement. Elle appelait Claire une fois par semaine. Des conversations courtes et superficielles, comme si les deux sœurs réapprenaient à se parler sans manipulation ni rancœur. Marc avait trouvé un nouvel emploi, moins prestigieux mais plus stable. Ils avaient mis leur grande maison en vente, parlèrent de déménager dans quelque chose de plus modeste. La mère de Claire maintenait une distance polie mais froide, ce qui étrangement soulagea Claire plus que cela ne la blessa. Thomas l'avait appelé un soir pour lui dire qu'il admirait son courage, qu'il aurait aimé avoir la force de poser des limites lui aussi. Cette conversation inattendue avait réchauffé le cœur de Claire. Et puis, il y avait Alexandre. Leur relation avait évolué naturellement, sans précipitation ni grand geste romantique. Après le cours de peinture un jeudi soir, il l'avait invitée à prendre un verre. Ils avaient parlé pendant des heures dans un petit café près de l'atelier, perdant la notion du temps. La semaine suivante, il l'avait invitée à dîner. Emma les observait avec un mélange d'amusement et de tendresse. Un samedi, Alexandre vint déjeuner chez elle. Claire était nerveuse, craignant que sa fille ne se sente exclue ou menacée par cette nouvelle présence. Mais Emma et Alexandre avaient discuté de peinture, de musique, de voyage, avec une aisance qui avait ému Claire aux larmes. « Il est bien, maman », avait dit Emma plus tard. « Il te regarde comme si tu étais importante. » La fête de Julien approchait. Emma était à la fois excitée et anxieuse. Claire lui avait acheté une belle robe bleue qui faisait ressortir ses yeux, mais surtout, elle avait passé des heures à parler avec sa fille, à la rassurer, à lui rappeler qu'elle n'avait besoin de la validation de personne. Le soir de la fête, Claire accompagna Emma jusqu'à la maison de Valérie. Le jardin était transformé en piste de danse, les lumières scintillaient, la musique résonnait. Valérie les accueillit sur le perron, un sourire un peu forcé mais chaleureux. « Emma, tu es magnifique. Entre, amuse-toi bien. » Ce geste simple, ces mots banals, revêtaient une importance énorme. Emma entra, un peu hésitante d'abord, puis rejoignit ses cousins qui l'accueillirent naturellement. Claire l'observa de loin, le cœur gonflé de fierté, voir sa fille rire, danser, être enfin acceptée. Marc s'approcha de Claire, une enveloppe à la main. Il l'attendit sans un mot. À l'intérieur, le premier versement de remboursement et un mot manuscrit simple mais sincère. « Merci de nous avoir forcés à regarder la vérité en face. Nous vivons enfin selon nos moyens. » Marc. Claire plia le mot, le glissa dans son sac. Elle regarda cette famille qui dansait dans le jardin, ces apparences qui s'effritaient lentement pour laisser place à quelque chose de plus authentique. La reconstruction serait longue, difficile, mais elle avait commencé. En rentrant ce soir-là, Emma rayonnante de joie, Claire reçut un message d'Alexandre. « Je pense à toi. Bonne soirée. » Elle sourit, le cœur léger. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis toujours, elle se sentait en paix. Pas une paix parfaite, pas une vie sans problème, mais une paix gagnée par le courage, construite sur le respect de soi. Emma se blottit contre elle sur le canapé. « Maman, merci d'avoir tenu bon. » Claire serra sa fille contre elle, réalisant que cette bataille difficile avait offert à Emma la plus belle des leçons. On peut être aimante et forte à la fois. 3 mois s'écoulèrent, dans une tranquillité presque surréaliste. La vie de Claire avait trouvé un équilibre nouveau, fragile mais réel. Sa relation avec Alexandre devenait plus sérieuse, plus profonde. Il passait maintenant plusieurs soirées par semaine chez elle, préparait des dîners avec Emma, riait avec elle d'une manière qui rendait l'appartement plus chaleureux. Emma s'épanouissait au lycée, ses notes s'amélioraient, elle avait rejoint le club de théâtre. La famille maintenait une distance respectueuse. Valérie n'avait manqué aucun versement. Leurs conversations téléphoniques restaient courtes mais cordiales. Leur mère appelait de temps en temps, principalement pour donner des nouvelles neutres, évitant soigneusement tout sujet sensible. Cette paix froide convenait parfaitement à Claire. Mais un mardi soir, alors que Claire préparait le dîner en fredonnant, on sonna à la porte avec insistance. Emma alla ouvrir et revint, le visage inquiet. « Maman, c'est tante Valérie. » Claire sentit son estomac se nouer. Valérie se tenait dans l'entrée, les yeux rouges, le maquillage coulé, les vêtements froissés. Elle ressemblait à une version détruite d'elle-même.
Sans un mot, elle s'effondra sur le canapé et éclata en sanglots violents, incontrôlables. Entre deux hoquets, l'histoire sortit par morceaux déchirés. Marc avait perdu son emploi 2 semaines plus tôt. Licenciement économique brutal. Ils avaient gardé le secret, espérant qu'ils retrouveraient rapidement. Mais rien n'était venu. Les économies fondaient, les factures s'accumulaient. La banque menaçait de saisir la maison malgré la vente en cours. Ils étaient au bord du gouffre. Valérie suppliait, les mains jointes comme en prière. Elle demandait à Claire de l'aider une dernière fois, juste pour passer ce cap difficile, juste pour éviter la catastrophe. Les mots se bousculaient, désespérés, pathétiques. Claire sentit toutes ses résolutions vaciller. Face à la détresse brute de sa sœur, la culpabilité familière revenait au galop. Comment pouvait-elle rester là, les bras croisés, pendant que Valérie sombrait? N'était-ce pas justement ce que faisaient les familles, s'entraider dans les moments difficiles? Elle allait parler, allait peut-être céder, quand Emma intervint. La jeune fille se plaça entre sa mère et Valérie, les poings serrés, le regard déterminé. « Maman, tu peux l'écouter sans te sacrifier. Tu n'es pas obligée de la sauver. » Ces mots, prononcés avec une maturité bouleversante, ramenèrent Claire à la réalité. Emma avait raison. Aider n'était pas la même chose que se sacrifier. Écouter n'obligeait pas à céder. Claire s'assit, respira profondément et proposa quelque chose de radicalement différent. Elle ne donnerait pas d'argent, mais elle aiderait Valérie et Marc autrement. Elle passerait la soirée avec eux à éplucher leurs finances, à identifier ce qui pouvait être coupé, réduit, restructuré. Elle les aiderait à établir un budget réaliste, à vendre leur maison rapidement même à perte, à trouver un logement plus petit, moins cher. Elle leur donnerait son temps, son expertise, son soutien, mais pas son argent. Valérie résista d'abord, chercha à négocier, pleura encore. Mais Claire resta ferme, inflexible. Elle accompagnerait sa sœur, mais ne la porterait plus. Les semaines suivantes furent éprouvantes mais révélatrices. Claire passa des heures avec Valérie et Marc, les aidant à démanteler leur vie de faux-semblants. La grande maison fut vendue rapidement. Ils emménagèrent dans un appartement modeste mais confortable. Marc multiplia les candidatures, accepta finalement un poste moins prestigieux mais stable. Valérie dut renoncer au restaurant chic, aux vêtements de marque, à toutes ces apparences qu'il avait définies pendant des années. Ce processus fut douloureux, humiliant même pour Valérie. Mais quelque chose de surprenant se produisit. Au fil des semaines, Claire vit sa sœur se transformer. Sans le poids des mensonges et des apparences, Valérie semblait plus légère, presque libérée. Un soir, alors qu'elle triait des cartons dans le nouvel appartement, Valérie s'arrêta et regarda sa sœur. « J'ai toujours été jalouse de toi, tu sais. Tu es forte, indépendante. Moi, je me suis cachée derrière l'argent et les apparences toute ma vie. » Ces aveux bouleversèrent Claire plus que toutes les excuses précédentes. Pour la première fois, elle voyait sa sœur vraiment, sans masque, sans artifice. Juste une femme fragile qui avait eu peur de ne pas être assez. Elles pleurèrent ensemble ce soir-là, non pas de tristesse, mais d'une forme étrange de soulagement. La reconstruction de Valérie devenait aussi celle de leur relation. Une relation enfin basée sur l'honnêteté. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette confrontation initiale qui avait bouleversé l'équilibre familial. Claire organisait ce soir un dîner chez elle, un geste simple, mais chargé de symboles. Inviter toute la famille dans son propre espace, selon ses propres règles, marquait un tournant définitif. L'appartement sentait bon le rôti aux herbes qu'Alexandre avait préparé avec Emma. Ils formaient maintenant une équipe naturelle, ces 2 personnes que Claire aimait le plus au monde, travaillant côte à côte dans sa petite cuisine. Emma avait 15 ans maintenant. Une confiance nouvelle rayonnait d'elle. Elle portait une robe simple mais élégante. Ses cheveux relevés dévoilaient un visage qui commençait à perdre ses rondeurs d'enfance. La sonnette retentit. Valérie et Marc arrivèrent les premiers, portant un bouquet de fleurs modestes mais joliment arrangées. Valérie avait changé. Ses vêtements étaient simples, son maquillage discret, mais quelque chose dans son regard était différent. Une paix intérieure que Claire ne lui avait jamais vue auparavant. Marc semblait plus solide aussi, débarrassé du poids de maintenir des apparences impossibles. Les parents de Claire suivirent,
puis Thomas et sa famille. L'atmosphère aurait pu être tendue, chargée des non-dits accumulés, mais étrangement, une légèreté inhabituelle flottait dans l'air. Peut-être parce que plus personne ne jouait de rôle, ne portait de masque. Le dîner se déroula dans une chaleur simple. Les conversations coulèrent naturellement, ponctuées de rires authentiques. Emma annonça qu'elle avait été acceptée dans un programme d'excellence pour le lycée, une formation en arts et lettres qui la passionnait. La table entière applaudit, sincèrement. Valérie se leva même pour serrer Emma dans ses bras, des larmes de fierté aux yeux. « Je suis tellement fière de toi, ma chérie. Tellement fière. » Ces mots, simples et vrais, effacèrent définitivement les blessures du passé. Emma rayonnait sous cette reconnaissance enfin donnée, sans arrière-pensée. Plus tard, alors que les hommes débarrassaient à la table dans un joyeux brouhaha, Valérie rejoignit Claire sur le petit balcon. Elles restèrent silencieuses un moment, regardant les lumières de la ville scintiller dans la nuit. Valérie parla enfin, sa voix douce portant une vérité longuement gardée. « Tu m'as sauvée en refusant de me sauver. » Claire se tourna vers sa sœur, vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la gratitude mêlée de regret. « Pendant des années, j'ai vécu dans le mensonge, » continua Valérie. « Je pensais que l'argent, les apparences, tout ça me rendrait heureuse. Mais je me noyais. Quand tu as dit non, quand tu m'as forcée à affronter la réalité, tu m'as offert une chance de respirer enfin. » Les deux sœurs s'étreignirent, une étreinte longue et silencieuse qui guérissait des années de rancœur et de douleur. Alexandre les rejoignit, posa délicatement sa main sur l'épaule de Claire. Valérie sourit et rentra discrètement, leur laissant ce moment d'intimité. Alexandre attira Claire contre lui, l'enveloppa de ses bras protecteurs. « Tu es incroyable, tu le sais » murmura-t-il contre ses cheveux. Claire ferma les yeux, se laissa aller contre sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis toujours, elle se sentait complète, non pas parce qu'elle s'était sacrifiée pour les autres, mais parce qu'elle avait choisi de se respecter. Emma sortit à son tour sur le balcon, s'installa entre sa mère et Alexandre, regarda les étoiles qui perçaient timidement à travers la pollution lumineuse. Un silence paisible les enveloppa tous les trois. « Maman, » dit Emma doucement, « merci de m'avoir montré qu'on peut être gentille et forte en même temps. » Claire serra sa fille contre elle, le cœur débordant d'amour et de fierté. Elle avait appris tant de choses au cours de cette année tumultueuse. Que l'amour véritable commence par le respect de soi. Que poser des limites n'est pas de l'égoïsme, mais de la sagesse. Que parfois, le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un est de le laisser assumer les conséquences de ses actes. À l'intérieur, les rires de sa famille résonnaient, authentiques et libérés. Claire sourit, réalisant que la force qu'elle cherchait depuis toujours ne résidait pas dans sa capacité à tout supporter, mais dans son courage d'exiger le respect qu'elle méritait. Emma leva les yeux vers les étoiles. « C'est beau, n'est-ce pas ?» Claire regarda sa fille, puis Alexandre, puis à travers la baie vitrée cette famille imparfaite mais enfin honnête. « Oui, ma chérie, c'est beau. » Et pour la première fois depuis si longtemps, elle le pensait vraiment. I have to put on here Tyler sings. Sorry, I was trying to change my game was super like dim. Okay, yeah, how do I get rid of this book light? You don't. You can't. Ugh. It's so bright. I literally have nothing good to say about this update. Is that bad? The batch descriptions are listed as fixed in the May 12th update. Oh, that's interesting. We need to get him singing lessons. My dog keeps stealing my coffee. Oh no. I don't know what you're talking about. Chad is a What's the perfect thing thing. above the like at the top of my I'm literally screen? an angel. Middle of it. It's in the garage. Is that my headlamp? Is it the mirror again? Yeah. What do you have good to say about it, Trash Cat? The bone is in the living room. It's another big bone. Bone. Really Big ol' in the bone. living room. A big I've old gotten bone. to check out 3 new streams. You know what? That's a W right there. That is awesome.
Where's the inf? Where is the EMF reader? Right there. On the. Where? It's on the. Where? It's on the. On the hood hood of the car. I On the don't hood of the see car. it. It's on the hood. Right there in the middle. It's not. Oh my god. It's not there. It's not doing anything. It's literally. It's Uh, not there on your You can't screen. see anything on our. in the camera. It's not there. This game It's literally right there. sucks. What if we pick it up and It's put not it back going off down? now. Yeah. Can you see it now? No. Put it on the floor. Hey, yo, he was lifting weights. Did you see that? Yo, It's maybe his there. butt can get thicker. No, Oni. Speaking of lifting weights, my husband finally finished putting together our home gym. So your I know. girl's gonna get all fit and stuff. I'm getting a sound. Why? Why? That's what I'm saying about this update. No! Did you drop your lighter? Oh! You can cancel a false smudge! What? You can now cancel a false Um, smudge. Pre-smudulation. See, The, look. Light. Oh, did someone still got drop my the? smudge. Did someone drop the Oh, wow. thermometer? No, it's right here No, I on the put it hood of the car. Oh, when y'all put it down, it goes underneath the car. Cheers, stay. Okay, I have one good thing is that you can cancel a pre-smudulation, but Yeah. So I when do like how I bright would- the headlamp is. I'm not gonna lie. So when they, oh my gosh, it's Myling. Hello, lovely. Hi, Myling. Yeah. So when they drop it on the hood of the car, it drops through the car. Oh, now it doesn't do it. Are you? Oh, She's being gaslit right now. I'm so being gaslit. Dude, man, thank you for the sub. Wait, I have to Dude, dude, man, can I please have a sub to Tyler's stream? I know you got that money. I saw your lunch pics today. Oh my You was god. been cooking that up, and you was at work. I know Just you got slightly money. buggy. This thing hissed at me, dude. Chad, don't ask for subs. Dude, man is a real one. Dude, man, I will Yeah, send Toggle? you feet pics. Is that it? Actual feet pics. Dude, man is actually Fingers crossed. extremely generous. Wait, what did I do wrong here? I did something wrong. Here, I'm gonna put salt down. Wait, I'm not ready. Okay, I'm Wait, ready. Oh my, please. Okay. Just move the door. What door? I don't know. I don't like it here. Where's, Write something in chat. Where's the Mama. oof? I lost the oof. Oh, I Mine. missed Oh, the no, salt. I ads. missed the salt. Oh, it's UV. It's UV. It's UV. Where's the Where's UV? Where's the How do camera? you? Where's the UV? Where's the camera? Oh my god! I have the Where's the camera. I have camera? the camera. Where's the UV? Oh my god! On. Oh my god! Dude, man is the go. Thank you, dude man. You're so generous. I just you yell at him like that. Thank you, dude man. Guys, I'm still coming down from Oh I don't know where the UV stick is. the UV stick was It's right on here the by the floor. motion sensor. No, it's not. Okay, over here. Here, hang on. Are you ready? I'm dropping it. Oh god. If you all don't know Dude Man is the absolute greatest person you will ever meet. I hear we'll send you feet pics then ads, and the first words are yes, of course, yeah. Sorry, Tabby Cat. What do you mean rude? W hype Oh, train. You know, I you're can- the hype train? I'm You just can't like- hide from me, Mama. Hanging out in the I hype can train. still find you out in this one. W Tyler's hype train. Thank you. Yeah. Shared hype Yeah, the trains cute- always yeah. confuse me so Shared much hype because train. I'm like, I I'm think just too. here. Yeah, because it always comes across as like test user, and I'm like, what does that mean? Yeah. You can't hide from me. You can't. I'm like, I did not do anything here to earn this. Why are we including me? I literally have salt in my hand. So do I. Oh my Ren. god, dude. Hey, who used a cursed object? That's a full Ah! burn. That's a full burn. Who Not did me. it? Not Who's me. done it? Chad? Where The are only you? one that's not in here is Chad. Trash I'm can, thank you in for the the prime locker. sub. Actually, I'm in the locker. Oh my god.
Actually, he's innocent. Hey, we have freezing. Okay. Here, take a picture of it. You're a nuisance, buddy. Buddy. Buddy, old pal. It's no, hunting. No, 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 It's no, no, hunting. no, it's not. No, it's not. It's not hunting. This is a demon. I can just turn off that. My God, I hate it so much. That's a hunt. Oh, now it's the thing. Now it's hunting? We need a timeout report, child. Blah, blah, The blah. eyes. I can't get over the eyes. I cannot. It is. I'm not saying it. It does look like I peed myself. It looks like I peed I myself. did pee myself. And then I'm just like, oh no. I don't know. Oh, it's still hunting. I just want to like. Can someone come take a picture of my dead body, but get like a really good Yes, close up of my face, please? Yeah. Okay, it's done hunting. Hi, Shayna. How are you? Where did you die? Next to the bike. You have to look straight into my eyes. Oh my god. First of all, Like you were 100% you face are planted in the box. crawled out. Oh, maybe I'm not the same as I am on my screen. No. Chad, you stop are- teabagging me! Take a picture. I don't know where it is. They're so slow to pick stuff up. Yeah. Oh, this is playing. Why can't we just go back to the normal way? This is- Yeah, she was splayed out. Listen. Like a Thanksgiving dinner, dude. You're welcome. Oh, it's hunting? Oh, journalist. oh. Oh my. Okay. I'm dead. Found the mirror. She's saluting. We're doing a karate chop. She's like. Your ghost should just show up on dots. Yeah, she got yeeted. I don't know. Maybe it's a gin? Yep. Dabbing. That's good enough for me. I think it's a gin. I can't turn this thing off. Oh, I was hitting the wrong button. Like honestly, I kind of We're the wonder, did same they in even death. play? Sick death dab. We're the They same even in play death this with game holding before they items. released it. Like honestly, Like our arms don't do the Gin or thing to demon? grab Gin or demon? items when we're dead. It's like the old Phaz. So we should just stay dead the whole time. That way we'll have the correct What? character animations. What am I looking at right now? Why are you wearing a hat? Just having a bad hair day. My hair. Do you guys see this on Yeah, my but screen? now you're like